Oui, bonjour. Aujourd'hui, je réponds à vos questions. C'est une affirmation, mais je voudrais y revenir, de Hamzat. Alors, c'est une affirmation sur un combattant serbe qui aurait tué un enfant devant ma caméra. Or, d'après les journaux bosniaques et d'après les journaux de Sarajevo, cet enfant aurait été tué en décembre 1992. Et on accusait donc ce Zoran d'être le tueur de cet enfant. Or, moi, j'ai fait ce reportage en octobre 1992. Je l'ai bouclé le 25 octobre 1992. Je l'ai monté pour novembre 1992. Il a été présenté le 15 novembre en envoyé spécial. Donc, voyez-vous, les dates ne collent pas et vous affirmez des choses qui sont fausses. Une autre question. Alors, Milos me pose une question. Combien de Serbes vivaient à Sarajevo avant la guerre? Est-ce bien 150 000 Serbes qui vivaient à Sarajevo avant la guerre? Je n'ai pas réellement, Milos, les chiffres du nombre de Serbes qui vivaient à Sarajevo avant la guerre. Mais je sais qu'énormément de Serbes sont partis, car c'est l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est l'OTAN qui a demandé, après le traité de Dayton, aux Serbes de partir dans des zones serbes. Tous les Serbes qui vivaient à Nizarici sont partis de Nizarici. Il y a eu plein de quartiers de Serbes comme ça, où les Serbes sont partis. Alors, c'est encore une fois, moi je posais la question il y a, je crois, 1 an, est-ce que le traité de Dayton a-t-il été un bon traité? Parce que ce soit les Bosniaques, les Croates ou les Serbes, tous disent c'est un mauvais traité pour ça, on nous a volé, etc., etc. Et moi, je crois que le traité de Dayton a été un traité qui, pour ce genre de choses, a été un très, très mauvais traité. C'est un traité qui a été imposé par les États-Unis et c'est un très, très mauvais traité. Alors, une question de Franz. Avez-vous votre propre éthique journalistique? Une sorte de code? Non, 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 enfin, non. Il y a un truc qui, pour moi, qui me vient en tout, c'est je doute de tout. Tant que je ne l'ai pas vu, je doute. Alors, ça agace beaucoup de monde. C'est ainsi. Alors, tu as une autre question, une sorte de code? Non, non, non. Non, moi, quand j'étais jeune, quand j'avais, bon, j'allais à fond. J'essayais de pousser les limites jusqu'au bout. Bon. Alors, y avait-il des lieux ou des événements où vous ne vouliez pas aller? Hors de question pour vous. Non, 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 non. Moi, j'allais vraiment un peu partout. Moi, j'ai goûté des feux d'artifice jusqu'aux guerres les plus extrêmes. Donc, tu vois, vraiment, j'ai fait de tout, de tout. Avec le plus grand délice, d'ailleurs, pour les feux d'artifice. C'était ma passion.
Alors, une autre question. Amélie, avez-vous pensé transmettre votre savoir? Tu veux dire essayer d'être prof dans une école? J'ai été prof dans une école. D'ailleurs, c'était génial. C'était absolument génial. J'ai vraiment pris mon pied. J'étais avec des classes de 30, 40 élèves qui étaient absolument passionnés. J'étais à ce moment-là photographe et ben, je leur montrais des diapos pour leur expliquer comment j'avais fait, avec quel cadrage, etc., etc. C'était génial. Pour moi, c'était génial. Et puis après, j'ai plus eu le temps. Toujours Amélie qui me pose une question. Que se passe-t-il actuellement à Djibouti? Y a-t-il l'armée chinoise à Djibouti? Oui, oui Amélie, il y a une base chinoise à Djibouti. Il y a même la plus grande base au monde chinoise à l'étranger à Djibouti. Pourquoi à Djibouti? Ben parce que Djibouti contrôle le canal de Suez et que ça intéresse vraiment les Chinois. De plus, il y a plein de bateaux qui contrôlent aussi l'océan Indien. Au moment des pirates somaliens, il y avait des Chinois qui avaient voulu faire des exercices contre les pirates somaliens, comme les Russes, comme beaucoup de monde, et évidemment les Français. Mais là, vraiment, à partir de 2009, la présence chinoise s'est intensifiée. Et maintenant, il y a véritablement une très, très grande base chinoise. Alors, Franz encore, qui me demande comment gérez-vous la peur? Tout le monde a peur dans des situations confuses. Et vous? Alors, c'est extrêmement compliqué de dire je n'ai pas peur. C'est pas vrai. Tout le monde a peur. Tout le monde, à un moment donné, peut avoir peur. Mais souvent, très souvent, on est emporté par l'adrénaline. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir peur. C'est pas possible. Ou alors, d'un seul coup, vous avez une chute de l'adrénaline et une montée de la peur. Ça m'est arrivé. Mais pas très souvent, mais ça m'est arrivé. Alors, l'adrénaline est une drogue. Hein. C'est une drogue dangereuse, certes. Dangereuse parce que quand on n'a plus d'adrénaline, alors là, elle commence à... On s'embête. Alors, il faut se créer des moments où on peut d'un seul coup avoir ce genre de petite sécrétion, si je puis dire, d'un produit qui arrive dans le cerveau. Voilà. Alors, ça c'est John. Est-ce que vous avez été blessé plusieurs fois en faisant votre boulot? Oui, John. J'ai été blessé énormément de fois. Enfin, non. J'ai été blessé au moins 3 fois grièvement. Ensuite, bon, les chutes, les trucs, les bidules, bon. J'ai été blessé 2 fois au Vietnam. J'ai été blessé à Paris. Des dealers m'ont poignardé. Ils m'ont donné 8 coups de couteau dans les mains. Donc voilà, oui, j'ai été vraiment blessé un peu partout. Mais bon, c'est pas un vrai problème. On s'en remet. Toujours John. Quel a été le pays le plus dangereux pour les journalistes correspondants de guerre? Alors moi, ce que j'ai vu, les pays les plus dangereux, ben, ce sont toujours des pays où tu vas seul, tu vois. Quand tu vas seul dans un pays, quand tu es tout seul, quand ce pays est au fin fond de l'Afrique,
ou au fin fond de je ne sais quoi, de la jungle, quand tu sais que à ce moment-là, si tu es blessé, tu vas crever, parce que là, personne ne viendra te chercher. Non, c'est un vrai problème. Et tu me disais, la Somalie, par exemple, est-ce que c'est un pays dangereux? Oui, la Somalie est un pays très, très dangereux. Et toujours d'ailleurs un pays très dangereux. Là, cette semaine-ci, il y a eu une bombe qui a sauté à Mogadiscio, qui a fait une dizaine de morts parmi la population locale. C'était une voiture piégée. La Somalie est un pays très, très dangereux. Et franchement, pour nous journalistes, être blessé en Somalie, c'était fini. On ne pouvait pas s'en sortir. Il n'y a pas de représentation diplomatique. Il n'y a rien en Somalie. Que faire? Rien. À ce moment-là, il n'y a plus qu'une chose. Vous crevez dans un hôpital somalien. Au Congo, au fin fond du Congo, c'est la même chose. Moi, je suis allé au fin fond de la jungle congolaise. Et là, si j'avais été blessé, c'était fini. Puisque au fin fond de cette jungle, j'ai été bloqué pendant 1 mois et demi. Je ne pouvais plus revenir. Alors si j'avais été blessé, tu vois, bon, ça aurait été fini. J'aurais pas pu revenir. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de contact radio, rien. La question suivante. Alors, Félinette me pose une question qui est en même temps une question et une affirmation quand même. Ça n'a pas changé le crack? Point d'interrogation. Et sur le 19e, ça n'a pas changé. Petit point. Sur le 19e, le crack est toujours là. Alors maintenant, bon, apparemment, ça va être porte de la Villette, je crois, depuis une semaine. Mais les gens qui consomment du crack et les personnes et les gens qui dealent du crack vont se rabattre ensuite vers le 19e, vers tous ces quartiers où il est difficile pour la police de les attraper. Je dirais même impossible, parce que sinon, je suppose que les maires de Paris et les gouvernements qui se sont suivis pendant 28 ans auraient fait quelque chose. Et là, ils n'ont rien fait. Donc, il y a vraiment un problème. Ah, il y a encore une question, excusez-moi. C'est Max qui me demande, alors Philippe, comment allez-vous après votre accident de vélo? Ah ben ça va, moi j'ai une fracture ouverte du pouce, donc bah voilà, elle est toujours ouverte. Mais ça va, tout va bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie. À bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas le pouce, pas comme celui-là, mais presque. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Au revoir.